On termine la séance d'aujourd'hui avec la partie textuelle, comme d'habitude. Je vous préviens que à partir d'aujourd'hui, donc des textes du XVIe siècle, on ne parlera plus seulement de phonétique et de graphie, mais j'essaierai de commenter dans les textes aussi les réflexions et les prises de position théoriques importantes qui marquent un point fondamental dans l'histoire de la langue et dans l'évolution de la réflexion sur la langue. Je ne ferai plus de commentaires en principe sur les phénomènes phonétiques et graphiques dans les textes, avec l'exception de Rabelais, qui est justement un personnage qui montre une phase de transition entre Moyen Âge et époque moderne. Mais pour les autres textes, je ne ferai plus ce genre de commentaires. Je vous laisserai le soin de vérifier l'évolution graphique et éventuellement phonétique dans ces textes sur la base des observations de phonétique qu'on fera dans la deuxième partie de la séance. Alors, on commence immédiatement avec Rabelais, et en particulier un passage de son Gargantua, sur lequel j'aimerais m'arrêter encore un instant pour montrer certains phénomènes justement de phonétique et de graphie. Alors, je commence dès le début. Donc, vous voyez comme d'habitude que j'ai marqué en jaune les parties intéressantes de ce point de vue. La première chose qu'on peut remarquer, c'est une chose dont je n'ai pas parlé dans la partie de phonétique, que je vous dis maintenant, c'est-à-dire l'emploi et l'extension de l'emploi du Y à la place du I. Au niveau graphique, on le trouve de plus en plus souvent. C'est ce que vous voyez, par exemple, dans les formes réjouies, dans les formes de l'imparfait interrogeant, que vous voyez avec un Y, ou avec le pronom lui plusieurs fois, mais vous pouvez constater aussi d'autres phénomènes de ce type. Euh, pour ce qui est de l'hésitation entre O et OU pour exprimer le O en français, vous pouvez constater qu'il y a là immédiatement une exception. On verra dans la fiche suivante la règle normale. Là, vous avez pauvre avec un O à la place du OU qu'on s'attendrait parce que la prononciation moderne est avec OU. Dans ce cas, évidemment, le O indique probablement une prononciation étymologique, c'est-à-dire que on conserve la prononciation du O latin dans ce cas, mais comme vous verrez, il y a d'autres cas dans lesquels on fera le contraire plutôt. Autre observation importante, c'est ce qui concerne par exemple la forme puérile. Dans la forme puérile, que vous voyez là, la forme puérile a un E non étymologique et non morphologique non plus. Le but de ce E à la fin du mot est de rappeler que le L doit être prononcé dans ce. Donc, on ajoute un E tout simplement pour aider la prononciation, même si ce E n'est pas étymologique ni a des fonctions morphologiques d'aucun type. Alors, autre observation, ça concerne la forme bu et fi. Alors, vous voyez que dans ce cas, on conserve encore la forme E en hiatus, qui était typique de l'ancien français. Mais la graphie, dans d'autres cas, il n'y en a pas là, mais dans d'autres textes, et même dans d'autres textes de Rabelais, on le trouve, la graphie nous montre en fait que ce E n'a plus aucun sens phonétique, dans le sens qu'il n'est plus prononcé. À cette époque-là, on prononce évidemment déjà bu sans insister sur le E et fi. Donc ce E qui était déjà affaibli, désormais, il reste parfois au niveau graphique, mais il n'est plus présent dans la prononciation. Pour terminer l'analyse de cette fiche, je vous fais remarquer quelques cas, on en verra d'autres peut-être dans la prochaine fiche, par exemple avec, né,
et quel, vous voyez que dans ce cas, on a un redoublement de la consonne qui a pour but de aider à la prononciation du E ouvert. Donc, c'est ce qu'on a dit dans la partie de phonétique. On a souvent des consonnes qui ne sont souvent ne sont même pas étymologiques, mais le redoublement de consonnes a le but de faire comprendre qu'il y a là un E ouvert. Donc, dans les trois cas que je vous ai évoqués, le but de la présence de la double consonne est celle-là. Or, vous voyez qu'il y a encore des formes en vers. Là, dans ce cas-là, j'ai voulu différencier les observations qui ne sont pas strictement phonétiques, mais plutôt morphologiques et syntaxiques. Alors, dans ce cas, la forme équelle, esquelle, euh, je voulais vous montrer cette forme parce que, effectivement, à l'époque du XVIe siècle, on assiste à une extension importante de, des formes des relatifs composés. On trouvera aussi d'autres formes du style lesquelles, etc. C'est une habitude qui est très présente dans les textes du XVIe siècle. Pour ce qui concerne la forme à ce, par contre, elle nous atteste d'un emploi tonique du démonstratif neutre. Alors, en français moderne, on aurait à cela. Au XVIe siècle, on a encore cette attitude d'utiliser une forme neutre du démonstratif de manière tonique, de manière accentuée. Alors, je pense que c'est tout pour la première fiche. On peut passer à la deuxième fiche, toujours de Rabelais. Alors, je voulais vous montrer, à gauche, vous avez l'image hein, de la première édition, de l'édition originale donc, du texte. Et là, vous pouvez voir qu'il y a déjà certains aspects orthographiques de ponctuation qui sont introduits et qui aident à la lecture. Notamment, on a pas mal de virgules. On n'avait pas de virgules dans le texte du Moyen Âge. Et là, par contre, on commence à régulariser l'emploi de la virgule. Mais on a aussi d'autres choses qu'on ne trouvait pas du tout dans les textes du Moyen Âge, notamment, par exemple, le tréma, qui aide la prononciation du hiatus, poète, dans ce cas, ou l'apostrophe. Là aussi, au Moyen Âge, dans les manuscrits, non, il n'y a pas d'apostrophe. Les mots sont unis les uns aux autres. Par contre, dans ces textes, on commence à mettre en pratique l'emploi de l'apostrophe pour séparer des mots dont une forme, en tout cas, est tronquée. Donc, elle n'est pas complète. D'où l'emploi de l'apostrophe. Et pour finir, on commence à voir, même si pas du tout de manière systématique, on commence à voir l'emploi de l'accent aigu pour indiquer la syllabe tonique, en particulier à la fin de mots. Vous voyez là, réputé a un accent aigu, c'est un des premiers cas qu'on peut voir à l'intérieur de cette édition originale de Rabelais. On peut revenir donc aux commentaires du texte et pour constater d'autres formes. Alors, je vous ai mis encore quelques cas de l'emploi du Y à la fin, mais ça, vous pouvez vous référer à la fiche précédente parce qu'il y a pas mal de cas. On voit aussi roi, enfin, il y en a beaucoup. Vous voyez que c'est un trait graphique assez systématique dans le texte du XVIe siècle. Et par contre, là, vous avez deux exemples de ce que je vous disais dans la partie de phonétique, de l'hésitation entre la prononciation OU et O. Alors, dans ce cas, vous avez deux formes qu'on devrait prononcer O, parce que c'est le verbe oser, là, et le mot colle. Enfin, le mot cou, plutôt. Le mot cou qui a encore un L graphique à la fin. Comme vous voyez, dans ces deux cas,
l'auteur a décidé d'utiliser la graphie OU, ce qui indique une hésitation dans la prononciation, une hésitation qui aura une influence importante, on le verra, dans certaines exceptions qui se sont conservées dans la langue moderne. En tout cas, là, vous avez deux exemples de l'emploi de OU à la place de O. On revient à une observation plus syntaxique. Là, vous pouvez lire le texte. Je ne peux pas le faire maintenant, mais vous pouvez voir que au niveau de la syntaxe, la tendance de Rabelais est d'utiliser une syntaxe encore très latinisante, donc avec pas mal de subordonnées, et en particulier un emploi fréquent et constant des formes du gérondif à la latine. Donc, vous voyez des subordonnés qui utilisent le verbe au gérondif, considérant le haut sens est merveilleux, ou plus bas encore avec le verbe considérer. Ce que considérant Alexandre à l'hippodrome, vous voyez que là, la syntaxe est typiquement latine, et puis, etc., etc., etc. Et pour finir, l'emploi d'un article particulier, le dit, ce qui est assez répandu au XVIe siècle, qui ne sera pas conservé en principe en français moderne. Alors, je crois que c'est tout pour Rabelais. On peut rapidement passer au deuxième texte. Je vous avais dit dans l'introduction générale, dans la première partie de la séance, qu'on constate une différence assez remarquable entre la langue et la syntaxe en particulier de Rabelais et celle, par exemple, de Calvin dans son Institution de la religion chrétienne. Vous voyez que les deux textes sont publiés à peu près à la même époque. 1534, le cas de Gargantua, 1541, la première rédaction de l'Institution de la religion chrétienne. Et pourtant, si vous lisez le texte, et je vous conseille de le faire, de comparer les deux textes au niveau de la syntaxe et de la structure des phrases, vous voyez qu'il y a un choix de grande simplicité, de facilité de communication. Le but de Calvin est justement de se faire comprendre par le plus grand nombre possible de lecteurs. Et on est étonné de remarquer la grande modernité, effectivement, de la langue dans l'institution de la religion chrétienne, que d'après certains savants est considérée comme la vraie fondation de la langue française moderne. Or, c'est peut-être un jugement un tout petit peu exagéré, mais c'est en tout cas vrai que la différence entre la langue de Rabelais et celle de Calvin est remarquable. Je n'entre pas dans le détail des observations phonétiques et graphiques, je vous laisse faire ce travail, et je me limite à commenter une attitude qui est tout de même intéressante. Euh, ça ne concerne pas forcément l'histoire de la langue, mais c'est une curiosité qui est, à mon avis, intéressante. Donc, je vous avais dit dans la première partie de la séance qu'il y a, de la part des réformateurs protestants, une attitude de libéralisation face à la lecture de la Bible et de la traduction donc de la Bible en langue moderne. Or, vous voyez qu'au début de l'institution de la religion chrétienne, Calvin euh, tient encore un propos qui n'est pas loin des propos des clercs catholiques du Moyen Âge. Vous voyez donc que il nous dit, c'est la partie soulignée en vert, que euh, bien que la doctrine de la Sainte Écriture soit parfaite, une personne qui ne sera pas fort exercitée a bon métier de quelque conduite et adresse. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas bien le langage de l'écriture aura besoin d'un guide. Donc on est un peu dans la même position qu'il y avait les commentateurs de l'écriture au Moyen Âge. Et c'est une position qu'on retrouve aussi dans la suite de passages, dans laquelle Calvin nous dit que l'office de ceux qui ont reçu plus ample lumière de Dieu que les autres est de subvenir aux saints. Donc, ceux qui ont reçu une formation plus élevée et aussi une illumination, pour ainsi dire, euh, plus importante du point de vue de l'interprétation de l'écriture, doivent aider les gens
plus simples, qui n'ont pas ce type heu, de formation. Et seulement cela, c'est la deuxième partie soulignée en vert, hem, permettra de donner aux gens une clé, une entrée, pour bien profiter de la lecture de la Bible, du Vieux et du Nouveau Testament en même temps. Seulement après, ça c'est une autre observation intéressante, même si je ne l'ai pas souligné, seulement après, ils pourront faire l'expérience de l'utilité de l'enseignement leur a été donné et fourni. Je vous prie de remarquer aussi que cette simplicité linguistique va avec une grande clarté du point de vue de l'impostation graphique. Alors, le caractère, comme vous voyez, de l'édition originale de l'institution chrétienne, de la religion chrétienne, est euh, très très clair, très très clair et très bien ordonné, et cela aide encore une fois à la lecture de ce texte. Donc, on a désormais acquis un niveau, déjà à cette époque, 1541, un niveau au niveau de l'imprimerie qui est très très élevé. On peut passer à un troisième texte. Donc, le troisième texte dont on va s'occuper aujourd'hui est la défense et illustration de la langue française, publié en 1549. Et là aussi, je limite mon commentaire. Vous avez toujours la reproduction de l'édition originale. Donc, ça vous aide aussi à voir comment ce livre était publié et comment il pouvait être lu par les lecteurs. Euh, Là, je me limite donc à quelques observations qui confirment ce que nous avons dit dans la partie d'introduction, notamment dans ce cas, l'espoir et la certitude même que la langue française pourra, comme vous voyez ce passage, même le passage qui précède la partie soulignée en vert, notre langue, c'est-à-dire le français, n'a point eu à sa naissance les dieux et les astres si ennemis, c'est-à-dire elle n'est pas si pauvre, qu'elle ne puisse un jour parvenir au point d'excellence et de perfection. Ces deux idées d'excellence et perfection seront des idées guides très importantes pour l'évolution de la langue française dans l'époque moderne et en particulier au XVIe siècle, comme je vous ai dit. C'est-à-dire, on a euh, la certitude que malgré la différence qui existe encore entre le niveau du français, la structure du français et la structure des langues classiques comme le latin et le grec, le français pourra aussi atteindre ce niveau d'excellence et de perfection qui est le niveau des langues classiques. La même chose, on peut la trouver dans la deuxième partie de la citation que je vous propose, là où Du Bellay insiste sur son idée d'imitation. Il faut donc, pour rendre la langue française parfaite et excellente, donc illustre d'une certaine manière, imiter les meilleurs auteurs grecs et latins. Alors, Du Bellay prend soin de spécifier, d'expliquer quelle est son idée d'imitation. Vous voyez que le mot imiter, imitation, est très fréquent dans ce passage. Il y a une forme là, une autre ici, une autre là et encore ici. Alors, il nous essaie d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'imitation. L'imitation, ce n'est pas l'imitation qu'ont fait les traducteurs qui ont tout simplement adapté certains mots latins plus ou moins à la forme française. Et donc, il ne s'agit pas, comme il dit dans cette partie, d'imiter à pied levé les plus fameux auteurs d'Icelle, c'est-à-dire de la langue latine, comme le font souvent nos poètes français, parce que cela ne sera pas utile à, euh, comment dire, le perfectionnement de la langue française. Donc, il faut imiter euh, les auteurs latins, mais en essayant d'enrichir de cette manière la littérature française. Alors, cette idée d'imitation exprimée dans cette partie concerne aussi les auteurs qui se limitent à imiter les autres auteurs français.
il dit en fait, avec un exemple, que si, tous les auteurs de classiques latins, avaient imité, s'étaient limités à imiter, les premiers auteurs de littérature latine, on n'aurait que quelques auteurs tels que Plaute et peu d'autres, on n'aurait pas eu de progrès. Donc il est important d'imiter, mais d'imiter aussi les auteurs latins pour, adapter et pour faire grandir la structure, le niveau de la langue française, la porter au niveau du latin. Alors, je vous laisse après continuer la lecture de l'extrait dans le dossier des textes pour trouver effectivement quelle est l'idée fondamentale du Belay. Et je finis très rapidement avec un passage de Ronsard. Il s'agit bien de la prémisse à la Franciade dont je vous ai parlé dans la première partie, dans laquelle Ronsard, contrairement à ce qui fait du Belay, propose justement d'améliorer le français en revenant à la lecture attentive des textes français. Et donc de ne pas se concentrer sur une pureté parisienne de la langue, mais d'exploiter aussi les mots et les textes littéraires qui sont écrits dans d'autres dialectes, dans d'autres scripts. En fait, d'après Ronsard, il s'agit d'inventer des vocables nouveaux. Donc, il faut être hardi, il faut avoir un peu de courage et introduire de nouveaux mots, mais sans forcément imiter les mots latins. Mais ce qui vaut la peine de faire, c'est de remettre en usage les antiques vocables. Et, vous voyez, principalement ceux du langage wallon et picard, lesquels nous restent par tant de siècles l'exemple naïf de la langue française. Donc, il faut se servir, revenir au texte du Moyen Âge, se servir de ce texte pour enrichir le vocabulaire, le lexique du français. Donc, y choisir les mots les plus prégnants et significatifs, non seulement du dit langage, mais aussi de toutes les provinces de France. Donc, il y a une attitude qui n'est pas élitaire, qui n'est pas centralisatrice, mais qui voudrait revenir à la richesse de la langue française au Moyen Âge. C'est ce qui est confirmé dans la deuxième partie du passage de la Franciade, dans lequel Ronsard adresse une prière, pour ainsi dire, aux auteurs en disant d'éviter d'être latiniseurs, comment dire, comme ils le sont, c'est-à-dire de ne pas se limiter à imiter le lexique et la syntaxe du latin, parce que cela ne permettra pas un bon développement du français et ne permettra pas à la langue française de s'illustrer et de devenir euh, parfaite et excellente comme on le souhaite, comme disait Du Bellay. Donc, pour enrichir la langue, et c'est le passage que je vous ai déjà évoqué ce matin, il faut rechercher et faire un lexicon des vieilles mots d'Arthur, de Lancelot, de Gauvin, ou commenter le roman de la Rose, c'est-à-dire revenir au texte classique, entre guillemets, de la production de littérature médiévale. Vous voyez qu'il s'agit là d'une position assez différente par rapport à celle de euh, du Belay. Il faut dire que la position de Ronsard se révélera perdante dans la suite de l'évolution de la langue. C'est-à-dire que l'époque moderne oubliera en partie l'enseignement des textes médiévaux et essaiera de s'établir à partir de modèles latins ou des modèles italiens, comme je vous ai dit, des grands auteurs du XIVe siècle tels que Pétrarque et Boccace. C'est tout pour la séance d'aujourd'hui. On terminera donc la partie sur sur le XVIe siècle dans la prochaine séance. Merci et bonne semaine.